Comment vous pensez des premières semaines, des premiers pas de Biden? Il est en train de dire qu'il veut supprimer la peine de mort, death penalty aux États-Unis. Je veux dire, il va assez fort, non? Comment vous jugez ça? Il va perdre une majorité de la population. Il est trop travaillé par les gens les plus libéraux du Parti démocrate. Comment vous imaginez? Alors, il y a une règle d'or qui prévaut. Alors, on ne sait pas à quel point c'est vraiment vérifié, mais chez les commentateurs politiques, c'est que les nouveaux élus, surtout ceux qui sont élus à des positions importantes, et d'autant plus le président des États-Unis, ont à peu près 3 mois pour Tout faire, faire. pour tout faire, voilà, pour tout faire. Et aussi pour envoyer des signaux qui permettent ensuite soit de la population, soit d'autres militants politiques ou d'autres élus de les soutenir. Et bon, l'analyse que je fais pour le moment, c'est clairement que, alors de façon similaire à Trump quand il a commencé, et d'autant plus similaire à Obama quand il avait commencé il y a 8 ans, euh, Biden veut envoyer des signaux de différence du fait qu'il tranche avec Donald Trump, que c'est un autre politicien, qu'il a d'autres valeurs, d'autres poursuites, euh, plus humaniste, plus universel, plus égalitariste, etc. Euh, mais il envoie aussi des signaux à plusieurs de ses partisans, à savoir que avec le système politique américain, on est obligé d'avoir le soutien de beaucoup de personnes derrière soi. Et Biden, qui certes a été soutenu pour que ce soit un démocrate à la Maison-Blanche par les gens, on va dire, de gauche, même si ce n'est pas un terme qui s'applique vraiment bien Libéraux, c'est des aux libéraux. États-Unis. Voilà, il a été soutenu, mais il sait pertinemment, et les personnes autour de lui savent que beaucoup de gens qui ont voté pour lui, en fait, ne soutiennent pas sa politique, le considèrent comme un conservateur, le considèrent comme vraiment trop pusillanime et timide en termes d'avancée et de progressisme. Et donc, il envoie le nombre de signaux qu'il peut pour donner des gages, à ce qu'on appelle l'aile gauche du Parti Ouais. démocrate, même si, encore une fois, ce sont des termes qui sont difficiles à reprendre. Alors, donc, pour moi, je pense qu'on pourra vraiment avoir le début d'une analyse de qui est Biden dans son entièreté, seulement après un an de présidence, ce qui n'empêche pas évidemment d'analyser ces premières semaines, parce qu'elles nous permettent de comprendre que certainement Biden tient à l'œil et est beaucoup plus préoccupé par l'aile gauche de son parti que plus largement par ce qui se passe Mhm, mhm, Ça me mhm. surprend un peu parce qu'il avait dit, je pense à la peine de mort, mais je pense à d'autres points aussi sur l'immigration. Il prend le contre-pied radical de Trump et il avait quand même dit, quand il est élu, qu'il fallait rassembler le pays entier, enfin, je veux dire qu'il ne fallait pas laisser les républicains dans leur coin et qu'il fallait avoir une politique, disons, de rassemblement. Et là, c'est plutôt une politique très radicale, enfin marquée, quoi, marquée à gauche, Mhm. entre guillemets, ou libérale. Donc, je ne sais pas ce que ça peut produire. J'entends bien ce que tu dis, à savoir que c'est pour sa propre majorité, mais est-ce que ce n'est pas risqué par rapport aux républicains qui vont rester dans l'orbite de Trump, ou est-ce que Mhm. c'est pas dangereux de jouer ça? Je sais pas. Moi, je c'est trouve ça évident. très dangereux. Ouais. C'est Moi, je suis très préoccupé de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, non pas, comprenez bien, hein, je suis loin d'être un fan de Trump ou de penser que les derniers 4 ans, J'aime c'était bien le paradis, puis maintenant c'est l'enfer. Euh, bon, quand même, avec Trump, si on avait un président qui ressemblait peut-être plus à un doge vénitien ou à un empereur romain, dans le sens où c'était Ouais, clairement quelqu'un qui était préoccupé par son image, par des lui-même, ouais. questions de respect, d'honneur. C'était très personnel, très narcissique. Ouais. Tout le monde était d'accord pour dire que Trump, c'était pas un idéologue. C'est pas un idéologue accompagné d'idéologues qui sont rentrés dans le Parti républicain euh,
pour mettre en place une idéologie particulière. C'est un mouvement généralement populiste qui l'a mis au pouvoir, mais en tant que président, je dirais, il a été démocrate pour une bonne partie de sa vie. Maintenant, par rapport à Joe Biden, bon, clairement, lui est vu comme c'est quand même un démocrate qui est considéré généralement modéré. En fait, c'est un insider du parti. C'est quelqu'un qui est dans la politique depuis plus de 4 décennies. Mais on voit que son entourage, que l'équipe qui est en place est vraiment dans une certaine idéologie. Et les premiers jours... Quelle idéologie? Progressiste? Moi, personnellement, en tout cas, là, c'est un terme technique, peut-être que Christelle va me rejoindre là-dessus, mais je pense que c'est presque néo-marxiste. C'est issu de la théorie critique, l'école de Francfort, Adorno, Marcuse, Horkheimer. Donc, dans le fond, dans le fond, c'est la guerre des classes, c'est le marxisme à la nouvelle sauce. C'est à la nouvelle sauce où, bon, au lieu que l'identité principale qui forge la conscience de classe, au lieu d'être une différence entre, bon, le prolétariat et la bourgeoisie, c'est vraiment un ensemble d'identités qui se superposent et entre victimes puis victimisateurs. Donc, blanc, noir, homme, femme. Dominant culturel et dominé culturel, oui. Donc, minorité sexuelle, majorité sexuelle. Donc, on voit plein de nouveaux mots. Je ne sais pas à quel point ça se traduit en français ou ça arrive en France, mais dans les dernières années, bon, cisgenre, je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme cisgenre, c'est un peu comme c'est la version du présentiel. Alors, cisgenre, c'est quand ton genre correspond à ton genre biologique. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a, je crois que cette idéologie-là est bien imprégnée dans l'entourage de Joe Biden. Puis on voit dès les premiers jours de la présidence que Joe Biden est le président qui a fait le plus usage d'ordre exécutif. Donc, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont réservés au président de mettre en place des politiques ou des directives sans passer par le Congrès, sans passer par les institutions. Bon, de tout temps, les présidents ont utilisé cette approche-là, mais c'était tout le temps quelque chose qui était réservé en cas de force majeure. Puis dans les dernières années, une chose qui est préoccupante, qu'on soit de droite ou de gauche, c'est qu'il y a de plus en plus de pouvoirs qui se concentrent dans l'office exécutif, dans l'office du président. Et je pense, là, aux dernières semaines, si je regarde bien, je pense qu'on est passé 26 ordres exécutifs. Dans toute la présidence de Trump, on en a eu pareil au début. 33. Il faisait ça au début. Il se mettait en scène en signant des décrets. Mais jamais autant que Joe Biden l'a fait. Joe Biden en a déjà fait plus que George W. Bush et plus que Barack Obama. Obama pendant deux mandats. Donc, en même pas 2 mois, en même pas 1 mois, Joe Biden a fait plus de décrets que 2 de ses prédécesseurs pendant toute leur présidence. Pardon? Pourquoi ça? Comment tu l'expliques? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense qu'il veut montrer d'abord un signe de cassure avec l'administration précédente. Ça, c'est certain. Clair, se détacher. De la même manière, on est dans l'ordre de la discontinuité. De l'autre côté, et c'est là que moi je crains beaucoup pour les États-Unis. Je veux dire, on en a déjà parlé, c'est la 3e ou 4e élection contestée dans les dernières années. Il y a de plus en plus de difficultés en transition du pouvoir. Puis à l'élection de Trump, c'est un peu ce qui s'est passé. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant 1 an et demi, 2 ans, on parlait que dans tous les grands médias américains, je ne sais pas à quel point c'était en France, mais dans la CNN, c'était Trump, c'est un agent russe, c'est quelqu'un qui sert Vladimir Poutine, l'élection a été compromise. Et donc, il va y avoir une enquête, puis ça va révéler l'ampleur de cette corruption. Puis il y a eu plein d'écoulage de données, d'écoulage d'informations au sein même des agences de renseignement à Washington. Puis il faut comprendre, aux États-Unis, la région de Washington, D.C. est très, 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 très démocrate. La fonction publique fédérale est à forte majorité démocrate.
Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que là, on a un alignement. En plus, il y a eu les événements du Capitole là, qui Quand ont eu même, lieu en qui début ne sont janvier, pas innocents. qui ne sont pas innocents. Et là, on a comme une réaction presque similaire à ce qu'on avait le 11 septembre. Et là, on a un alignement, si on regarde au niveau des grands médias, juste la manière que l'information est traitée par rapport à Obama et Trump ou Trump et Biden, c'est effarant. Je veux dire, bon, il y avait eu toute la polémique sur les enfants mis en cage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, des enfants mexicains non accompagnés de parents qui étaient dans des centres de détention, puis c'était comme des cages. Et là, tout d'un coup, bon, avec l'arrivée de Biden, il y a une hausse des traversées illégales aux États-Unis. Et là, dans les grands médias, on parle de centres de débordement pour enfants non accompagnés. Tout d'un coup, c'est plus des enfants dans des cages, on a un bel euphémisme pour traiter la même information. Donc, on a un alignement des médias, on a un alignement des grands conglomérats, des GAFAM. Quand on regarde, c'est pas seulement Twitter qui a sorti Trump. Ça, c'était un précédent. C'était épeurant un peu de voir qu'un président en fonction puisse être exclu d'une grande plateforme. Mais on a dernièrement les compagnies de téléphones cellulaires qui ont confirmé à certaines agences où étaient, donc d'où viennent, qui sont les gens qui sont rentrés dans le Capitole le jour, je pense le 6 janvier. Des compagnies de cartes de crédit qui font le suivi des gens qui ont quitté pour aller à cette manifestation-là. Donc, on voit les grands conglomérats, les grandes compagnies qui ont du renseignement sur nous, tout d'un coup travailler avec l'État pour retrouver, non, mais quand même, d'accord, mais Trump, il a un peu cherché tout ça. Je dirais, la façon de traiter les médias, les grands médias, il faisait filmer par les foules. Je veux dire, quand même, il a semé ce qui est aujourd'hui récolté. Oui. Pour moi, ma préoccupation, c'est pas est-ce que Trump le méritait ou il ne le méritait pas. Non, mais il a semé ça. Il a semé tout ça. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi c'est dangereux, parce que quand le balancier va trop d'un côté, le retour du balancier est parfois pire. Et là, donc, c'est ça. Et là, c'est les agences de renseignement aussi qui sont alignées. Donc, on a un alignement. Donc, moi, j'ai l'impression que ça a été tellement vécu comme un cauchemar par une partie de l'intelligentsia, de l'élite américaine les 4 dernières années, qu'on se dit, plus jamais on va permettre ce genre de choses d'arriver. Et on va prendre tous les moyens nécessaires. Et quand on regarde, il y a une série, là, maintenant, le Times a sorti un article sur la bataille de l'élection de 2020, puis ils expliquent à quel point il y a eu, c'est de la manipulation électorale, mais c'est présenté comme un effort patriotique pour s'assurer que Trump ne reprenne pas la présidence. Donc, tu ne vas pas nous dire que Trump n'a pas perdu. Trump a perdu l'élection quand même. Il n'y a pas de débat là-dessus. Non, je ne suis pas en train de... Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Non. Ce qu'il y a d'inquiétant, véritablement, c'est que ce qu'on observe dans ces premières semaines de présidence, en tout cas ce qui moi m'inquiète, c'est que les premières graines d'un retour de balancier dans 2, 3, 4 ans sont déjà en train d'être semées. C'est ça qui est effrayant. Donc c'est pas du tout chanter les louanges de l'ancien régime ou du président précédent, mais c'est que on a peur que le président actuel en fait fasse le même genre de tort. J'ai cette impression qu'au lieu de travailler à l'unité du pays, comme il l'avait dit, il trace son sillon de manière un peu radicale. Oui, et ce qui est effrayant, c'est que le discours était un discours de rassemblement et d'unité. Bon, évidemment, c'est ce que tous les nouveaux présidents disent et font. C'est ça. Mais Trump, peut-être. Non, mais on a de 2 grosses investitures de Biden, vous la citez, Saint-Augustin. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu. J'ai une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. Qu'est-ce qu'il a dit sur Saint-Augustin? Il a cité par rapport à la question du peuple. Et ça, c'était vachement bien. Ce qu'a dit Biden était remarquable. Mais là, concrètement, je me suis étonné ces jours-ci. Je me disais que les positions qu'il prend sont, ce que je te suis un peu, Jean-Christophe, sont quand même très marquées par l'aile plutôt gauche du démocrate. Et vous trouvez ça quand même inquiétant pour l'avenir?
Qu'il y a des points de vue. Pour moi, c'est comme qu'il y a une idéologie de gauche ou de droite. Je veux dire, je pense comme chrétien aussi un petit peu, pour citer Saint-Augustin, hein, c'est la cité des hommes, ça. Donc, moi, je regarde à la cité céleste. Ce qui m'inquiète, c'est que quand le balancier, à un moment donné, reste pris à l'intérieur d'un régime qui est totalisant, pour ne pas dire totalitaire. Et là, c'est quand la culture, l'industrie, le renseignement, toutes les institutions sont prises en charge par une idéologie, puis il y a des processus de vérification puis d'exclusion par rapport à l'adhésion à cette idéologie-là. Ben, en tout cas, l'histoire nous montre où ça mène. Oui, mais si on se réfère à la situation en Europe, en France, on parle beaucoup d'état de grâce, c'est-à-dire un président qui arrive, Macron qui était arrivé, il a eu 65% d'opinion favorable, l'état de grâce, mais ça ne dure pas. Hein. Ça dure à peine 2 mois, un mois et demi, et au bout d'1 mois, l'état de grâce a disparu. Et les médias vont reprendre leur travail de sape. Enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé partout. Je pense que ce n'est pas sûr que ça dure, l'état de grâce, entre guillemets, par rapport aux grands médias, tout ce que tu disais là. Sur la liste. Moi, j'ai des doutes là-dessus, cher Jean-Luc, parce qu'il y a quand même des signes. Alors, ça ne date pas du tout de Biden, mais en fait, ça date des années 90. Il y a une véritable polarisation des grandes structures médiatiques en fonction de convictions politiques aux États-Unis. Aux États-Unis, en France, heureusement, on est encore plutôt à l'abri de ce genre de choses. Et beaucoup de choses indiquent malheureusement que. Alors, l'effet peut-être de l'état de grâce, en fait, c'est une tendance à chanter les louanges du président actuel et de ne pas effectuer un travail qui est suffisamment critique, qui doit être fait à l'égard de n'importe quel dirigeant, peu importe qu'il soit de gauche, de droite, du centre, peu importe, hein, mais c'est vraiment ce qui sauvegarde, je pense, la vie dans une démocratie qui est pluraliste. C'est que l'action de nos gouvernants soit jugée, critiquée à l'aune de principes qui sont plus généraux. Je pense qu'en tant que protestant particulièrement, il faut avoir cette vigilance en fait, de tenir les dirigeants sous l'œil du peuple. Bien sûr. En tout cas, moi, en vous écoutant, je me dis que il y a un discernement à continuer à avoir. Et en tant que non-politologue dans cette conversation, je bois vos paroles, je vais rester informée. Et puis, j'invite nos auditeurs à en faire de même pour continuer de faire ce qu'on fait avec Tu et Morito. On échange, on discute, on converse et on questionne l'actualité.